Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 189 pour le samedi 9 février 2013, la révélation de la foutaise. Aujourd'hui, je suis avec Éric Laurent qui revient sur le balado. Alors évidemment, ça fait quelques temps déjà, parce que le balado ça dure depuis plusieurs années, donc je crois que ça fait au moins un an que je ne l'ai plus sur le balado. Donc rapidement, Éric Laurent est responsable dans une association qui s'appelle l'association Aldéran, qui est une université des aînés. Non, université. Je voulais dire, comment vous appelez ça en France encore? Non. C'est une université populaire. Université populaire, voilà. Qui est spécialisée dans la philosophie. Et dans le cadre de nos activités, nous avons on va dire un département, une branche qui s'occupe de justement de ces questions du scepticisme, c'est-à-dire c'est un département de zététique qui travaille plus particulièrement sur tous les processus des croyances, des superstitions, de l'irrationalité, etc., etc. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de département très spécialisé, parce que on a besoin dans ce domaine-là de faire appel à des compétences un peu, on va dire, plus spécifiques, ce qui fait que pour aussi améliorer la visibilité de ces activités, un petit peu de rappel à la raison, nous avons constitué donc une sorte de département spécialisé. Voilà pour le petit rapprochement avec un fonctionnement universitaire, en sachant que nous ne sommes pas une université au sens diplômante. Nous sommes une association de promotion de la philosophie, et dans ce cadre-là, nous avons aussi beaucoup plus d'activités que la partie zététique, mais nous avons cette partie-là développée maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà, et donc nous travaillons régulièrement, soit moi ou sur d'autres collègues, autour de ces questions. Oui, d'ailleurs, c'est un bon petit rappel, et si jamais les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent donc retourner dans les archives du balado. On a fait 2 interviews déjà, une où tu parles des activités de ton association de manière générale, et l'autre c'était sur l'Atlantide. Et justement, donc c'est parce que tu es un peu ton dada, tous les sceptiques ont un peu un dada ou une spécialité, et toi c'est l'archéomanie ou la pseudo-archéologie, suivant le vocable qu'on préfère. Et donc récemment, il y a eu un documentaire qui a été diffusé principalement via YouTube et qui a fait 3 fois le tour de Facebook, etc., qui s'appelle La révélation des pyramides. Et je me suis mis à recevoir des tonnes d'emails d'auditeurs du balado qui me disaient « Il faut absolument que tu fasses un épisode !» Et donc j'ai pensé à Eric pour ça, parce que c'est un peu c'est dans ses cordes. Alors voilà, donc j'ai forcé Eric à regarder, à être torturé, parce que je l'ai aussi regardé, et je trouve que c'est une torture de regarder ce machin, mais bon, je l'ai forcé à regarder La révélation des pyramides, et il va nous dire ce qu'il en a pensé. Alors, c'était génial, absolument génial, fabuleusement génial, sauf que je m'attendais à tout moment à ce qu'ils activent enfin la porte des étoiles. Voilà. Donc, à la fin, malheureusement, j'ai compris que il n'y avait pas la porte des étoiles, et que c'était, en fait, c'était quoi? Moi, je pensais que j'avais affaire à un bon film de science-fiction où on avait un mélange entre les thèses complotistes, entre les thèses apocalyptiques, on avait des savoirs perdus, une thématique atlantiste, etc., etc. Sauf que à la fin, moi, je m'attendais à en quelque sorte le grand happy end version, ça y est, on a découvert la porte des étoiles. J'étais vraiment dans Stargate, hein, en le suivant petit à petit. On avait le discours contre l'Égypte, l'archéologie officielle, tous ces savants qui faisaient une sorte de déni ou d'omerta, se transformant finalement en ignorant la science devenant croyance et la croyance devenant science. Sauf qu'à la fin, j'ai compris que c'était pas une œuvre de fiction. Et là, j'étais très déçu, parce que je m'attendais vraiment à un happy end, comme je disais, où on allait avoir soit le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, soit enfin le passage vers Stargate. Pourquoi pas? Je pensais que c'était un crossover au départ de Stargate. Voilà. Oui, de manière générale, il y a beaucoup de documentaires sur des chaînes supposées scientifiques, en tout cas aux États-Unis, etc. Pour un commentaire plus général sur tous ces documentaires, où je n'en regarde même plus, parce qu'il y a tellement, ils sont tellement du même acabit sur les anciens astronautes ou. Le dernier que j'avais regardé dans le même style, c'était un documentaire sur l'existence des sirènes. Donc
que j'avais aussi regardé, que je m'étais forcé à regarder. S'ils enlèvent le bas, non, ça aurait peut-être être plus intéressant, je ne sais pas. Bon. Mais bon, malheureusement, ces documentaires touchent le grand public et enfin, je regardais un peu dans Google, Révélation des pyramides, et tout le monde dit que c'est prodigieux, que ça change tout. Enfin, c'est l'impact de ces documentaires est, enfin, dans certains milieux évidemment, je pense. En fait, dans le milieu de ceux qui y croient déjà, hein, je vais le dire de cette manière-là. De toute façon, cette thématique, elle est présente dès le générique. Il nous parle, hein, je cite, j'ai relevé un petit peu ce qu'ils disent dans la présentation, dans le générique, des faits ignorés de l'égyptologie, basés sur des faits réels. Nous allons être témoins d'une découverte majeure. Il y a des titres un petit peu grandiloquents, l'enquête qui changera le monde, etc., etc. Donc on est dans, comment dire, dès les premières minutes là du générique, surtout qu'au point de vue du générique, on a de superbes images de l'île de Pâques, donc les fameux Moai, on a les pistes de Nazca, c'est-à-dire qu'on repasse par de grands sites, on va dire un petit peu emblématiques de l'archéologie fictionnelle, c'est-à-dire de l'archéomanie. Voilà, donc dès le départ, on sent avec de belles images vues de l'espace de la planète. C'est très 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 bien fait au point de vue comment dire, de l'aspect visuel, mais on voit très bien que dès le départ, on est dans une sorte dès le générique, dans une logique dithyrambique. Voilà, moi c'est ce qui m'avait un petit peu amusé, l'enquête qui changera le monde. Voilà. Oui, c'est de l'hyperbole sans arrêt, quoi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est évidemment, enfin, il y a un aspect comme d'attaque vraiment de l'égyptologie, enfin, ce qu'on appelle en anglais science denialism, un peu comme les créationnistes attaquent la biologie. Ici, ce serait l'égyptologie, ce ne sont que des opinions. L'égyptologie officielle ne sait rien. C'est ça. En fait, c'est du révisionnisme. Hein. Il faut oser le dire, c'est du révisionnisme au point de vue des éléments, surtout que généralement quand ils interviewent un archéologue, moi j'ai fait bien attention à ce que disaient les archéologues ou les égyptologues. Ils n'ont pas forcément des personnes qui ne connaissent rien de l'égyptologie dans ce contexte-là, mais à chaque fois qu'ils interviewaient un égyptologue ou un archéologue et qu'ils disaient quelque chose, en fait le commentaire conclut à l'inverse ou fait comme si ce qui avait été dit n'existait pas, puisque en général, quand eux vont tirer l'orientation vers des considérations voilà mystérialistes, numérologiques et autres, en général, les interviews que l'on a de tous les archéologues, j'ai bien vérifié ça, systématiquement disent l'inverse. Ils disent non, il n'y a aucune corrélation, ni dans le temps, ni dans l'espace, c'est des rapprochements ou c'est une interprétation libre de la part de la personne, mais le commentaire vient systématiquement en contradiction de ce qui est dit, ce qui d'ailleurs donne une sorte d'impression. Moi, si j'avais été interviewé dans ce contexte-là, j'aurais refusé mon autorisation de citer, parce que en fait, systématiquement, dans un premier temps, la citation, enfin le petit interview de l'archéologue sert en quelque sorte au départ à donner une impression de sérieux à l'enquête, de crédibilisation de l'enquête, sauf qu'évidemment ils disent l'inverse de la conclusion de l'enquête, mais qu'on ne prend jamais en compte ce qu'ils disent en tant que tel. Voilà. Et il y a un exemple qui est amusant. À un moment donné, il demande quelque chose à une archéologue qui est au musée du Louvre à Paris. Elle dit qu'elle n'a pas étudié ces questions-là, et la conclusion que la voix off en dégage, la mystérieuse personne, enfin les deux mystérieuses personnes, celle qui fait l'enquête et celle qui ensuite est en quelque sorte l'informateur secret, elle va dire à ce moment-là, donc la science officielle ne sait pas. C'est un exemple parmi d'autres, vraiment de la manipulation qui est dans la présentation des interviews des représentants de l'archéologie officielle. Donc en fait, ils auraient pu ne rien dire, ça n'aurait strictement rien changé aux conclusions qu'ils tirent, et en fait, ils s'en servent même, en apparence, par rapport à une lecture un petit peu superficielle, comme crédibilisation du documentaire, puisque ce sont des noms qui sont des noms tout à fait respectables dans leur métier, leur profession. Oui, j'ai eu tout à fait la même impression qu'il y avait vraiment un savant editing des citations des égyptologues dans ce truc. Et c'est vrai que j'ai eu la même réaction. J'ai pensé il y a quelques années à un documentaire sur le dessin intelligent, enfin le créationnisme, où ils avaient piégé Richard Dawkins pour qu'il participe, puisqu'il
il refuse toujours de faire partie, d'intervenir dans des documentaires créationnistes. Et évidemment, il avait été furax quand il avait découvert qu'il s'était fait piéger. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, comme tu dis, quoi, les égyptologues, quand ils ont dû voir le résultat final, ils ont dû passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais aussi, ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'ils interviewent beaucoup de gens qui sont pas des égyptologues, mais des ingénieurs, des constructeurs de ponts, et des choses comme ça. C'est tout à fait aussi frappant, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont leur servir dans la première partie, puisque le documentaire est divisé enfin le documentaire. Est-ce que c'est un documentaire? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, pour moi, ce n'est même pas un documentaire, c'est une sorte de, faut l'entendre comme œuvre de fiction. Donc, dans la première partie, c'est surtout un édifice de déconstruction, dans une forme de négationnisme des données archéologiques, qu'elles soient d'ailleurs, si on s'amuse à reprendre tout ce qu'ils disent, par exemple, sur les autres civilisations, il y a un truc, à un moment donné, qui était marrant sur l'île de Pâques. Bon, il s'avère, comme tu l'as dit, que je me suis spécialisé depuis une vingtaine d'années sur ces questions-là, et à un moment donné, ils font un détour du côté de l'île de Pâques, et ils prennent comme exemple ce qu'on appelle un aou, c'est-à-dire un autel où étaient mis donc les moailles, les fameuses statues. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les erreurs qu'ils ont dans leur discours, mais alors, cet aou, c'est-à-dire cette sorte d'autel de pierre, ce soubassement en mur cyclopéen, il le présente comme étant tourné vers la mer, etc., etc. Sauf que, il suffit ça de demander l'information à n'importe quel spécialiste de l'île de Pâques, sauf que l'orientation des statues vers la mer a été faite lors de la reconstruction par les archéologues donc chiliens sur l'île de Pâques, alors qu'ils n'étaient pas tournés vers la mer. Ils étaient tournés comme tous les autres aou vers l'intérieur de la Terre. Donc en fait, ils prennent en quelque sorte comme élément essentiel, enfin c'est pas le seul, mais comme une sorte d'élément très important de leur thèse, parce que ces fameux aou, enfin ces fameux moailles regardent en plus vers une direction pas simplement vers la mer, qui est en relation avec l'équinoxe, etc., etc. Sauf que c'est quelque chose qui est totalement artificiel, puisque c'est les archéologues chiliens qui l'ont reconstruit de cette manière-là, en raison de la disposition telle que le site se visite. Voilà. Et ça, c'est un élément parmi d'autres de tous les discours qu'ils ont, on va dire, c'est pas des discours, mais disons de toutes les erreurs dont ils utilisent leur discours. Par exemple, ils font une référence, puisque l'on reste sur l'île de Pâques, entre l'écriture de l'île de Pâques, ce qu'on appelle l'écriture rongo-rongo, qui est une écriture, certes aujourd'hui, qui n'est pas décryptée, mais qui n'est pas une écriture mystérieuse, puisqu'elle était encore parlée, enfin elle était lue encore au début du XXe siècle, sauf que les derniers Pasquanes qui étaient capables de la lire, sont morts, et donc il rapproche ça, par exemple, de l'écriture que l'on a du côté des civilisations de l'Indus, sauf qu'entre l'île de Pâques, qui est une civilisation, les Pasquanes, qui est contemporaine de l'âge de notre époque, c'est-à-dire qui date du 16e, 17, 18e et 20e jusqu'au 20e siècle, pour les derniers locuteurs là donc capables de décrypter cette écriture, qui est une sorte d'aide-mémoire. En fait, ils mettent ça en relation avec la civilisation de Mohenjo-Daro au Pakistan, sauf qu'entre les deux, il y a 4000 ans. Donc, ça, c'est régulier dans le développement de ce pseudo-documentaire. Ils font des rapprochements entre des civilisations qui sont éloignées géographiquement, mais surtout qui sont totalement non synchrones historiquement. C'est-à-dire que sur cette question-là de l'île de Pâques, c'est même absolument caricatural en la matière. C'est une civilisation qui se développe en parallèle avec, donc comme j'ai dit, le 16e, le 17e. C'est pas une civilisation qui appartient à l'Antiquité. Et donc ils vont le mettre en relation avec des développements de civilisations ailleurs dans le monde qui parfois n'ont aucune relation chronologique, c'est-à-dire il n'y a absolument pas de possibilité de faire coïncider ça. Ils prennent par exemple l'exemple des crânes allongés que l'on a en Amérique du Sud. À un moment donné, c'est très rapide, ça dure une seconde. Là, j'ai cru qu'on allait avoir Indiana Jones 4 là qui allait être utilisé comme argumentaire. Et ils mettent ça en relation avec le style de l'art de Tel Amarna, d'Akhenaton, au point de vue des représentations officielles.
qui n'est absolument pas une déformation physique réelle, mais c'est une déformation au point de vue de la représentation stylistique. Sauf qu'entre les deux, vous avez 2 millénaires de différence. Et tout le développement est du même acabit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des croisements de cultures et de civilisations qui, n'ont absolument aucune relation ni dans le temps ni dans l'espace. Les pyramides égyptiennes, c'est l'ancienne, on va dire au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors que si on prend les pyramides d'Amérique centrale, mésoaméricaine, on est au début, en grande partie, première partie de l'ère chrétienne. Donc ce type d'oublis, qui à mon avis ne sont pas des oublis comme tels, il faut absolument justement qu'ils ne prennent pas en compte les différences chronologiques pour en fait rendre leur discours cohérent. Sinon, le discours serait totalement incohérent. Je suis même étonné d'ailleurs qu'il n'ait pas utilisé toutes les pyramides connues dans le monde, puisque par exemple il y a prétendument aussi des pyramides en Bosnie du côté d'autres on va dire tenants de l'archéomanie. J'ai été étonné qu'il ne le cite pas pour le plaisir. Comme ça la théorie était plus complète. Il y a aussi un autre exemple, moi, qui m'a assez amusé de leurs erreurs systématiques, c'est quand ils présentent l'Égypte et le développement évidemment de la construction des pyramides, et pour renforcer l'idée que c'est des prouesses absolument extraordinaires, impossibles dans leur temps, ils mettent à plusieurs reprises comme image, en quelque sorte de comparaison, l'humanité qui vivrait avec des peaux de bêtes comme si on était à la préhistoire. Alors que je me permets de rappeler qu'à cette époque-là, l'humanité est développée depuis la révolution néolithique, dans un cadre qui est un cadre agricole, sédentaire, urbain. L'écriture a été inventée en Mésopotamie avant l'Égypte, etc., etc. Sauf qu'à chaque fois, ils utilisent ça pour renforcer l'illusion d'une Égypte qui aurait détenu des savoirs et des connaissances plurimillénaires avant cela. Et ça, c'est vraiment une sorte de déformation de l'arrière-plan culturel du monde égyptien, de manière à faire évidemment ressortir leur thèse comme si c'était un oasis de connaissances et de savoir dans un océan d'ignorance et de bêtes sauvages, je veux dire, en quelque sorte. Ce qui m'avait frappé, c'était quand ils vont interviewer des gens qui ne sont pas des égyptologues, ça m'a fait penser à la même stratégie utilisée par d'autres négationnistes de la science, par exemple dans le cadre du 11 septembre, au lieu d'aller vraiment interviewer des spécialistes du 11 septembre, ils vont chercher des gens qui ont des compétences qui semblent pertinentes mais qui n'en sont pas dans le contexte ou pour le réchauffement climatique. On voit cette stratégie. Ici, je trouvais que c'était vraiment flagrant, que c'était à l'homme, même si ça doit être assez efficace sur le public, mais au lieu de se baser uniquement sur les vrais spécialistes qui sont les égyptologues, ils vont chercher un gars qui est supposé être réputé dans le domaine de la construction des buildings contemporains, mais sans préciser qu'évidemment c'est pas parce qu'on est un architecte compétent à l'heure actuelle qu'on est spécialiste de l'Égypte antique et que je trouvais qu'il y avait vraiment aussi une manipulation des spectateurs à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. En fait, ça c'est typiquement ce qu'on appelle, indépendamment des personnes interviewées, ce qu'on appelle en fait le syndrome de l'ingénieur. C'est-à-dire que ça c'est une sorte de fonctionnement psychologique qui est connu dans toutes les questions archéomaniques, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller expliquer la construction donc de ces vestiges archéologiques du passé dans des cadres culturels et des technologies dans ce contexte de l'époque, parce que je passerai quand même très vite là-dessus, mais c'est important de la rappeler, on a énormément d'indications dans les pyramides, avant la pyramide de Gizeh et dans le cadre même de la pyramide de Gizeh, qui nous apportent des éclairages sur la construction des pyramides. On a des indications, par exemple, on a des graffitis venant des ouvriers, on a toute une histoire aussi d'ailleurs de l'évolution architecturale des pyramides qui ont précédé la pyramide de Gizeh. La pyramide de Gizeh n'est pas la première, loin de là, et on voit très bien que l'évolution de la forme vers le modèle, on va dire un petit peu qu'a cette pyramide, s'inscrit dans des tâtonnements où dans certains cas ils ont été obligés d'ajuster les inclinaisons des pentes parce que la pyramide
on va dire, étaient instables ou parce qu'il y avait des problèmes de cet ordre-là. Donc toutes ces questions-là qui sont de véritables données archéologiques. Je ne parle pas aussi des vestiges qui ont pu être datés en termes de radioéléments, retrouvés à l'intérieur de la pyramide, des éléments venant de la construction. On a par exemple des prélèvements de pollen à l'intérieur de la pyramide qui ont été récupérés et qui avaient été en quelque sorte piégés lors de la construction. On a les explorations qui ont été faites, par exemple, des canaux dits d'aération à l'intérieur de la pyramide. On a retrouvé des éléments métalliques qui servaient à la fermeture dans des endroits totalement inaccessibles à l'homme une fois la construction finie, et que eux, on a pu dater avec des techniques aujourd'hui de datation. Donc tout ça, ils n'en parlent pas. Hein. Voilà. Tout ça, ça n'existe pas dans leur développement de l'archéologie. Enfin, en tout cas, de l'égyptologie, ça n'existe pas. Alors que pourtant, ce sont quand même des tas d'informations. Par exemple, ils présentent les pyramides. Ça, c'est d'ailleurs dans ce qu'ils appellent le premier mystère concernant ces pyramides. Ils commencent leur discours en disant, voilà, ils ont arasé la colline où est installée la pyramide de Gizeh, bon, ça c'est vrai, et ils parlent de mystérieuses pierres, une sorte de pierres qui font un dallage autour de la pyramide, alors que c'est pas du tout un mystère. Ça, ce sont les soubassements des fondations, ce sont les fondations de ce qu'on appelait donc le temple de la pyramide, qui entourait totalement la pyramide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on voit la pyramide en tant que telle, mais elle était entourée sur plusieurs hectares alors il y avait des cours, il y avait des sanctuaires, il y avait des bâtiments, il y avait un grand mur d'enceinte qui reliait donc une sorte de ce qu'on appelle un téménos, c'est-à-dire une enceinte sacrée où avaient lieu les cultes dédiés au pharaon dans ce cadre funéraire. Il y avait même un chemin d'accès vers le temple de la vallée qui était relié à un canal. Tout ça, ça n'existe pas. Or tout ça, on les a dans les éléments sur le site, on le voit au sol, sur les plans par exemple qu'ils ont utilisés. Jamais ils ne le présentent comme tel. Donc il y a aussi un nombre considérable d'éléments qui sont totalement mis de côté dans leur analyse. Pourquoi ? Parce que ça invaliderait totalement tout leur développement, quoi. Voilà. De même sur l'histoire des linteaux de la chambre du roi, ils ont passé sous silence dans la construction de la chambre du roi tous les phénomènes par exemple, toutes les fissures qui sont apparues, les pierres qui ont lâché, parce que beaucoup d'aspects dans la construction de la pyramide ont été tentés pour un petit peu répartir les charges, mais n'étaient pas fonctionnels. Donc ils ont dû faire du rafistolage à l'intérieur, ils ont dû, dans certains cas, faire un travail de restauration de ce qu'ils étaient en train de faire, parce que ça ne résistait pas aux pressions. Et même si on va plus loin, les linteaux qui servent à ce qu'on appelle les chambres de décharge au-dessus de la chambre du roi n'ont aucune utilité archéologique. Pas archéologique, aucune utilité au point de vue architectural, au point de vue de la répartition des charges. À tel point qu'il y a eu d'ailleurs des blocs qui ont éclaté dans ce contexte-là. On pourrait faire une liste de tous les éléments excusez-moi l'expression, qui ont foiré dans la construction de la pyramide. Voilà. Il y a des tas d'inconnus sur la construction de la pyramide de Gizeh, mais ces inconnus sont des inconnus dans un cadre de problématique archéologique parfaitement, égyptienne en quelque sorte. Donc oui, est-ce qu'ils ont utilisé des dispositifs de rampe interne? Est-ce qu'ils ont utilisé des dispositifs mixtes pour l'empilement des blocs, etc., etc. Ça sont des questions que se posent effectivement les archéologues spécialistes de la construction des pyramides. Donc il y a des tas de questions qui ne sont pas résolues. Et ces questions sont ramenées à des questions, on enlève l'extraordinaire, le merveilleux. Donc on n'est plus du tout dans Walt Disney version archéomanie, quoi. On rentre vraiment dans ce qui sont des débats au point de vue de grandes questions archéologiques dans un domaine, mais qui ne font plus appel à autre chose que des ingénieurs égyptiens, des savoir-faire égyptiens. Il y a quelque chose qui est frappant et qui montre soit l'ignorance, soit la volonté d'ignorer. C'est qu'au point de vue, par exemple, de la construction des pyramides, au point de vue des outils, ils ont des scies. Ils ont des scies circulaires, par exemple, pour faire avec des sortes de forêts. Ça existe dans l'Égypte antique. On a des représentations sur des hiéroglyphes. Et par exemple, ils disent qu'ils les ont construits avec des outils en cuivre. Or, n'importe qui sait en temps normal que le cuivre est un métal mou. D'accord ?
Ils n'ont pas vraiment développé dans ce sens-là, mais c'est un arrière-plan de leur remarque. Sauf qu'il s'avère que le cuivre qu'utilisent les Égyptiens dans ce contexte-là, et c'est pas le seul cas en Égypte, on a d'autres civilisations à la même époque qui ont ces mêmes utilisations, et qui vont arriver à utiliser du cuivre pour tailler de la pierre et des pierres dures, alors que normalement c'est impossible, parce que c'est une particularité de certains gisements de cuivre d'être ce qu'on appelle des cuivres arseniés, c'est-à-dire qui ont de l'arsenic. Et quand on a donc ce cuivre qui contient une petite proportion d'arsenic, il devient dur, c'est-à-dire qu'il se rapproche en termes de dureté du bronze. C'est-à-dire que ce métal qui d'habitude est mou, eh bien là va devenir beaucoup plus résistant et antérieurement, sans cette petite dose d'arsenic qu'on trouve dans des gisements. Donc c'est quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas c'est une sorte de, dans l'histoire de la métallurgie, on va dire, c'est ce qui précède l'apparition du bronze. Voilà. Et donc au départ, il y avait quelques gisements qui avaient ça. Ils se sont rendus compte que là, ça permettait d'avoir du cuivre beaucoup plus dur. Et donc à ce moment-là, c'est avec ces outils-là qu'ils vont construire, notamment au point de vue métallique, donc les pyramides, et pas du tout avec du cuivre usuel. Parce que souvent, l'argument qui est avancé par les tenants de l'égyptomanie et de la pyramidologie mystérieuse, c'est de dire qu'avec des outils en cuivre, on ne pouvait pas les tailler. Alors que pourtant, on a fait des études au point de vue des frottements sur les blocs de pierre, on a les traces. Voilà. Bon, ils n'ont pas parlé de rayons laser pour les découper. J'étais un petit peu déçu, je m'attendais à un effet spécial où on aurait vu, pourquoi pas, un rayon laser qui aurait découpé les blocs de pierre. Donc, on a les traces des burins, on a on a même les traces donc de certains métaux qui ont été utilisés dessus, mais ça, évidemment, c'est passé sous silence. Oui, avec ta remarque des rayons laser, c'est comme quand je regardais Ancient Astronaut, là, là, il y avait des reconstitutions de construction de certains sites, et effectivement, avec des rayons laser, et aussi avec des tractor beams, comme dans Star Trek, pour soulever les rocs, avec les pierres, quoi. Enfin, je vais être, quand même, moi, je suis un très grand amateur de science-fiction, et à la limite, de ce côté-là, de ces œuvres, donc de science-fiction, je suis un fan de Stargate, donc je suis pas du tout, contre ça. Quand il s'agit d'être sur le côté, on va dire, ludique, distractif, je fais très nettement la part entre l'imaginaire et ce qui est finalement le droit dans l'imaginaire d'imaginer une histoire extraordinaire, de ce qui est ensuite, quand on est dans le côté des connaissances, ou dans les côtés on va dire, de ces questions-là, de faire la part entre les deux. Et un truc, moi, qui m'a marré, qui m'a fait vraiment rigoler de rire, ou hurler de rire, ça dépend comment on veut le présenter. À un moment donné, il parle dans le fameux temple d'Abydos, dans la grande salle hypostyle. Bon, évidemment, tout ça, il faut le connaître pour pouvoir le comprendre, parce que ça va très vite, mais à un moment donné, pour dire que les Égyptiens avaient des savoirs extraordinaires, des connaissances futuristes et tout, ils vont chercher dans le temple d'Abydos, qui déjà, je me permets de le rappeler, n'a rien à voir avec les pyramides, n'est pas du tout de la même époque, et beaucoup plus tardif. Ils vont chercher ce qui est en haut d'un linteau sur la grande salle hypostyle, en fait, des cartouches, notamment un cartouche de Pharaon. Alors, à cette heure-ci, je plus tout à fait sûr du nom. Je crois que c'était le nom de Séti Ier, comme pharaon, qui a été au départ donc un des constructeurs de cette salle hypostyle. Et donc, dans des questions politiques propres à l'Égypte, ce nom a été effacé pour le remplacer par celui de Ramsès II. Et donc, pour pouvoir l'effacer, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retouché ces hiéroglyphes. Et évidemment, ils ont été un petit peu abîmés aussi avec le temps, ce qui fait que ça donne, pour un non-initié, évidemment, j'allais le dire, des hiéroglyphes, ça vous donne des images extraordinaires. Par exemple, pour aller dans leur thèse, donc ils vont rapprocher cela par exemple de Star Wars, puisque à un moment donné, pour illustrer ça, ils utilisent une photo je sais plus comment il appelle ça, le petit vaisseau de l'aéronef de Luke Skywalker dans Star Wars, le premier de la trilogie. Là. C'est un X-Wing. Voilà, merci. Voilà. À un moment donné, ils vont aller chercher une image d'un des vaisseaux des Sentinelles de l'air. Alors là, j'étais très content parce que je suis un amateur des Sentinelles de l'air. Dans ces séries de SF des années 60-70 britanniques, je m'attendais à voir une image de la série UFO. Je sais pas si tu... Ah oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis un fan de science-fiction, donc je connais. Voilà. Sauf que les hiéroglyphes sont pris dans le mauvais sens.
C'est-à-dire que là où en fait nous avons le profil d'une personne, ils ne prennent qu'une petite partie qui donne à ce moment-là l'impression d'avoir affaire à un avion, un hélicoptère, etc., etc. Donc c'est du découpage, mais totalement, on va dire, fait pour manipuler une personne ignorante de ce qu'on appelle d'ailleurs là le palimpseste donc d'Abydos, parce que c'est très connu dans le milieu des égyptologues ce cas, et donc il faut savoir qu'on en a qui comme ça avec des hiéroglyphes parfois abîmés, on peut effectivement projeter, c'est une sorte de test de Rochas, on peut y projeter parfois ce qu'on veut. Voilà. Et donc de là à y voir un hélicoptère, oui, on peut y voir un hélicoptère. Sauf qu'il faut reprendre le hiéroglyphe de manière dans sa globalité. On s'aperçoit que ce qu'il présente comme hiéroglyphe, par exemple les ailes, enfin pas les ailes, les hélices de l'hélicoptère, c'est en fait la bordure du cartouche qui est simplement abîmée de part et d'autre. Donc on ne voit pas la continuation de la marque de bordure du cartouche, et donc ça donne l'impression à ce moment-là d'être les hélices de l'hélicoptère au-dessus. Ben voilà, c'est toute une série comme ça de petits détails qui effectivement pour des gens qui ne le connaissent pas, eh bien vont être présentés comme étant absolument extraordinaires, ou en tout cas vont servir de prétexte à un développement vers des thèses qui n'engagent que leurs auteurs. Oui, le cas que tu viens de citer, moi je le connaissais depuis au moins 10 ans, ça revient tout le temps chez les ufologues, et à l'époque quand j'étais à l'UNIF, donc il y a plus de 10 ans, j'avais juste été voir un de mes collègues ou copains qui était en baccalauréat, donc en deuxième année d'archéologie, et puis il m'avait tout de suite pu me donner l'explication que tu vas me donner, donc c'est pas quelque chose qui est inconnu, ou enfin c'est des choses qui ont été démystifiées des milliers de fois, quoi. Enfin, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs sur le fond il n'y a rien de neuf dans ce documentaire, si ce n'est la présentation avec une sorte on va dire de talent dans la présentation médiatique, ça on peut le reconnaître, mais au point de vue du contenu, il n'y a rien de, comment dire, là l'idée de ces hiéroglyphes qu'on appelle parfois des hiéroglyphes astronautes par référence par exemple à l'astronaute de la stèle de Palenque, c'est un bis repetita. Encore une fois, ce sont des images qui se trouvent dans certaines civilisations, qui ont une signification bien particulière, et quand on en isole une sorte d'extrait, de petites vignettes, ça peut donner l'impression de ressembler à des astronautes. Voilà, alors Palenque, c'est dans le cadre des cités mayas, c'est le célèbre stèle maya, et donc ce qui est en fait un arbre de vie dans une représentation donc du défunt dans son trajet vers l'au-delà, est présenté comme étant une fusée, parce qu'on ne prend que on va dire que la partie centrale sans d'ailleurs lire la représentation, parce que pour la lire il faut connaître les thématiques de l'art de l'art maya, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un bis repetita, et on pourrait parler dans certains géoglyphes dans les Andes, ils en ont pas parlé dans leurs documentaires aussi, qui sont présentés comme étant des astronautes, voilà, sur le même principe. Donc c'est pour ça que sur le fond, non, il y a rien de nouveau au point de vue des thèses qu'ils exposent. Si ce n'est qu'aujourd'hui, ils le relient avec les questions de l'inversion des pôles ou avec des questions climatiques, parce que ce sont des peurs apocalyptiques de notre époque. Puisque chaque époque a ses peurs apocalyptiques. On peut considérer que tous les 10-15 ans, surtout dans une société ouverte et changeante comme la nôtre, il y a de nouvelles thématiques apocalyptiques qui apparaissent. Donc là, il le relie aux grandes craintes et apocalypses on va dire peurs apocalyptiques de notre époque. Voilà. Donc, question de changement climatique, etc., etc. À un moment donné, ils font référence à la question, par exemple, de la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, en tant que telle, est un phénomène qui est un phénomène au point de vue apparent par rapport aux constellations. Ce n'est absolument pas un phénomène qui agit au point de vue de l'orbite de la Terre, au point de vue donc même des changements climatiques. Quand ils interviewent un spécialiste du climat pour évoquer la question du changement climatique, lui, il dit que ce sont les modifications de l'orbite, effectivement, parce que soit l'inclinaison, soit le rapprochement solaire qui peuvent en partie influencer, sauf que la précession des équinoxes n'est pas un phénomène qui agit au point de vue des modifications climatiques de la Terre. Ça ne modifie que
l'adéquation entre la Terre en tant que la Terre avec le découpage des constellations que nous avons fait. Donc ce n'est absolument pas un phénomène qui concerne des rapports de force physique qui agiraient sur Terre. La précession des équinoxes vient tout simplement que la nature n'est pas bien faite et qu'il y a des décalages entre la rotation de la Terre sur elle-même et l'orbite et l'année et le déplacement de la Terre sur notre orbite. Les deux principes ne sont pas synchrones. Donc ça fait un petit décalage qui va se traduire par une modification du lever du point vernal dans les constellations. Je rappelle que les constellations ne sont pas des objets physiques. Les constellations ne sont que des illusions d'optique. Tout à fait, tout à fait. On s'approche tout doucement de la fin. Évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire encore, mais moi, ce qui m'a interpellé un peu en regardant celui-ci, c'est que j'ai l'habitude de lire ce que les ufologues racontent sur la théorie des anciens astronautes, mais dans la première partie, en tout cas, il y a vraiment, je trouve, une attaque assez systématique de l'égyptologie. Enfin, moi, j'avais l'impression que les gens, style von Daniken, etc., ils disent, oui, l'archéologie, c'est une vraie science, ou l'égyptologie, c'est une vraie science, mais juste nous, on a une hypothèse de travail qui est les extraterrestres. Mais ici, il y a vraiment un discours anti-égyptologie. Enfin, j'avais noté, par exemple, la réalité, c'est concernant la grande pyramide, il ne s'agit que d'opinions, car rien n'est prouvé. Donc vraiment et j'étais quand même un peu surpris par ce ton, enfin vraiment négateur ou négationniste je sais bien que négationniste en France a un sens bien précis, donc négateur de l'égyptologie. Et alors aussi au niveau de la motivation, parce que je peux comprendre pourquoi les créationnistes veulent nier la biologie ou les conspirationnistes, mais ma question pour toi, c'est un peu pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un mouvement comme ça d'anti-archéologie ou d'anti-égyptologie, parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné dans ce documentaire, d'attaque frontale des égyptologues en disant les égyptologues ils racontent que des stupidités, ils savent rien. La raison est simple. Alors, simple, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être développé et approfondi. La raison principale, c'est que justement, on a un développement très poussé maintenant des connaissances archéologiques dans de multiples civilisations, dans de multiples contextes. Et donc, pour rendre crédible leur thèse, alors je ne m'arrête pas sur les considérations numérologiques, sur le fait que l'Atlantide n'a jamais existé. Je rappelle par exemple que à la même époque, à un moment donné, ils présentent les objets en pierre, des vases en pierre qui étaient réalisés en Égypte. À cette époque-là, on a les données archéologiques là-dessus. On sait comment ils les réalisent. Par exemple, ils utilisent de l'émerie de Naxos qui provient de la civilisation cycladique, qui leur sert aux Cycladiques à faire les fameuses statuettes cycladiques qui sont de même époque que les pyramides égyptiennes, par exemple. Et ça, c'est passé sous silence dans leur discours. Et en fait, comme il y a un développement quand même depuis 2 siècles en termes de connaissances archéologiques, il y a des erreurs, il y a des hypothèses de travail qui plus tard sont invalidées dans un sens ou dans un autre par de nouvelles découvertes ou par, on va dire, une meilleure compréhension de nouvelles technologies. Donc, pour pouvoir développer leurs thèses qui relèvent de la fumisterie, pour parler crûment, ils sont obligés de déconstruire. Alors que, par exemple, quand on se replace à d'autres époques dans l'histoire du développement de l'archéologie, quand la connaissance archéologique était très sommaire, il y avait beaucoup plus de possibles ouverts pour des théories alternatives, voire des théories extraordinaires de ce type-là. Tandis que là, maintenant, comme on a du côté de, on va dire, non pas la science officielle, parce que la science officielle, ça n'existe pas, c'est simplement les développements que développent et discutent de manière très forte parfois entre eux, donc les archéologues, les égyptologues ou les spécialistes de toutes les civilisations, où ça bouge, c'est constamment soumis à des débats au sens normaux dans le fonctionnement des sciences. Et donc comme là il y a des développements très importants, ils sont obligés systématiquement de se placer dans une posture de décrédibilisation, de rejet systématique. Il y a par exemple un petit exemple, encore une fois, pour un non-spécialiste, pour le grand public, ça va passer comme une lettre à la poste, c'est quand il parle des fameuses pyramides chinoises, que personne n'a vues, que personne ne connaît. Il s'avère que ces pyramides sont connues depuis 1667. C'était le père jésuite Athanasius Kircher qui, lors d'un voyage en Asie, et je parle pas non plus des autres voyageurs qui au XVIIIe siècle, au XIXe siècle ont parlé de ces pyramides, les ont étudiées, puisque notamment il y a
depuis les années 1910, il y a eu des travaux, des recherches qui ont été faites sur place. C'était notamment en 1913 la mission Ségalen, Victor Ségalen. Donc, c'est absolument pas des choses qu'on connaissait pas antérieurement. Mais c'est présenté comme si, voilà, il n'y avait aucun développement archéologique dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont d'autant plus obligés d'être dans une sorte de négation, de décrédibilisation, de ramener à n'être que des croyances et des opinions, toutes les connaissances archéologiques lentement accumulées pour pouvoir en fait crédibiliser aux yeux de personnes qui ne connaissent pas ou de personnes qui veulent y croire. Là, on revient sur le syndrome de la croyance. Donc c'est grâce à cela qu'ils peuvent seuls crédibiliser leur discours. Puisque dans le détail, quand on examine toutes leurs affirmations, ça ne tient absolument pas la route. L'effet, par exemple, antisismique des murs cyclopéens, ce n'est pas quelque chose qui a été voulu, c'est une conséquence incidente de technologies primaires au point de vue des bâtisseurs, c'est-à-dire que quand on ne sait pas construire tel que nous savons le faire, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité de construire autrement que dans une logique de murs cyclopéens, dès qu'on pense à une architecture de pierre. Voilà. C'est pour ça que partout dans le monde, les premières constructions en pierre sont systématiquement des murs cyclopéens. C'est pas un fait qui est dû à des extraterrestres ou à une autre civilisation telle l'Atlantide qui nous aurait précédés. C'est qu'au point de vue des cheminements vers un développement architectural, notamment une architecture de pierre, c'est la première étape. C'est à la fois paradoxal parce que c'est plus compliqué à faire et comment dire, très massif, mais parce qu'en fait on ne sait pas le faire. C'est pour ça les pyramides, je suis désolé de le dire, c'est pas compliqué à réaliser architecturalement. C'est un gros tas de pierres. Une cathédrale gothique est infiniment plus difficile à construire en termes de problématiques, de répartition des charges. C'est pour ça que les fameux temples égyptiens ont des colonnes immenses à l'intérieur donc des grandes salles hypostyles, parce qu'ils savent pas faire des portées au point de vue des toits, au point de vue des bâtiments des temples, sans passer par des murs immenses pour soutenir ces choses-là. C'est pour ça que la moindre cathédrale gothique a un niveau de maîtrise architecturale infiniment supérieur à la construction des pyramides. Je suis désolé de le dire. Et ça, c'est absolument pas pris en compte dans le cadre de l'analyse de ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être, pour revenir à ce que tu me posais comme question, dans le déni total et le rejet finalement qui consiste à transformer ce qui était science en croyance et eux, leur croyance, la présenter comme science pour crédibiliser leur discours. C'est pour ça que, au point de vue des problématiques sceptiques et zététiciennes, c'est typiquement, en fait, une posture pseudo-scientifique. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir la légitimité d'un discours scientifique en ayant un contenu qui est justement la négation même du discours scientifique ou de ce qu'on appelle les règles épistémologiques, le grand mot pour dire en fait les règles de rigueur, de méthode, de prudence qu'implique la science. Donc ils sont dans cette posture paradoxale où ils sont obligés de décrédibiliser la science pour pouvoir se faire, en quelque sorte, pour pouvoir se présenter, eux, comme étant de la vraie science. Peut-être une dernière question pour la route et puis on clôturera l'interview. Je me dis, finalement, l'égyptologie, elle est un peu victime de son succès, surtout au niveau de l'imaginaire. Le fait que, les jeunes, quand ils vont en égyptologie, c'est justement parce qu'on aime bien Indiana Jones, on aime bien le mystère autour de ça. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait le lit de l'archéomanie, c'est justement la force de l'archéologie, c'est cette capacité à faire rêver, et en même temps, ça finit par jouer contre elle avec ce genre de documentaire, non? Disons que voilà, oui, on est dans une situation où on retrouve le besoin de merveilleux, on retrouve le besoin d'extraordinaire. Et bon, après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est que factuellement, oui, ces constructions sont extraordinaires. Oui, ces bâtiments sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi, si vous voulez, comment dire, si on arrive à faire rêver les gens avec ça, c'est qu'effectivement, ce sont des bâtiments qui ont demandé un savoir-faire, des compétences, on va dire une sorte de génie au sens culturel du terme, qui est absolument indéniable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans une sorte de déni aussi de l'intérêt culturel, artistique, esthétique de ces civilisations. Et c'est en fait là aussi ce qui leur permet de développer ce discours, c'est que effectivement que ce soit les Moai, que ce soit d'autres constructions de ces périodes qui pour nous paraissent parfois très éloignées, eh bien effectivement ce sont des constructions grandioses, mais qu'il faut mettre au génie de l'homme. Quand je dis cela, c'est au sens humaniste du terme.
Voilà. Après, on pourrait rappeler que si on recherche par exemple des blocs taillés de pierre, c'est-à-dire des blocs de pierre qui auraient été transportés par les hommes de manière les plus imposantes, c'est pas du côté de l'Égypte qu'il faut aller, c'est du côté de la Bretagne. C'est le grand menhir brisé d'Ergras en Bretagne qui est la plus grosse pierre donc taillée et déplacée par l'homme. Sauf que évidemment, la Bretagne c'est quand même moins glamour que l'Égypte. Permettez-moi là non pas de tomber dans le nationalisme franco-français, mais de rappeler que du côté de ce qu'on appelle les civilisations de la grande période qu'on appelle le néolithique, eh bien, il y a des pratiques de pierre dressée. Par exemple, ils parlent des Moaïs, mais ils oublient totalement de dire que les Moaïs sont dans la continuité des pratiques culturelles que faisaient les Polynésiens bien avant d'arriver sur l'île de Pâques. Hein. Bon, c'est pas à la même période. Mais pour revenir à ce fameux donc grand menhir brisé d'Ergras en Bretagne, qui est du côté donc c'est dans le golfe du Morbihan, hein, voilà, il est daté d'environ 3000 à 2500 avant Jésus-Christ, donc pas tout à fait la période des pyramides, mais s'en rapproche. Et ben c'est quand même le plus grand, c'est le plus grand en fait du monde qui a été déplacé de main d'homme. Voilà. Sauf que là, c'est pas dans un cadre d'une pyramide. Il fait 18 mètres 50, 19 mètres, je petit doute sur la hauteur à cette heure-ci, mais c'est de cet ordre-là. La masse estimée avoisine les 300 tonnes. Donc là, vous êtes au milieu donc de ce qu'on appelle les cultures mégalithiques en Europe, en Occident, dont Stonehenge et d'autres endroits comme ça participent. Sauf qu'évidemment, ça fait moins rêver que les pyramides d'Égypte. Donc c'est cette image de présenter l'Égypte qui serait le seul foyer de civilisation et de culture et que le restant du monde serait des hommes portant des peaux de bêtes vivants, c'est la guerre du feu des frères Rosny de 1911, l'image qu'ils nous ont donnée. Alors que si on va par là, moi je dirais cocorico, France-Égypte 1-0, on les a battus en termes de si on va du côté, et là on bat les Incas, on bat les non, c'est pour ça que souvent il y a aussi une totale méconnaissance on va dire, du restant des autres cultures, des autres civilisations, de leur production. Je ne veux pas faire un comparatisme en tant que tel, c'est pas là, mais si on veut rigoler en termes de pierres dressées, de pierres taillées, de pierres déplacées, c'est peut-être les ancêtres d'Astérix qui, à ce niveau-là, ont battu les Incas, les Pasquanes et les Égyptiens. Alors, est-ce que c'est grâce à la potion magique? Ça, je sais pas. Très bien, mais ça sera notre mot de la fin. En tout cas, j'espère que ça aura répondu, enfin je suis certain que ça aura répondu aux demandes que j'ai reçues des auditeurs. Et je voulais te remercier aussi d'avoir pas répondu à ma demande pour une interview aussi rapidement, pour nous donner ton regard critique et expert sur le sujet. Juste avant qu'on se sépare, je ne sais pas si tu as une actualité dont tu voudrais parler, ou en tout cas où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur le net s'ils veulent te lire ou t'écouter plus. Alors, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'actualité autour de ces questions-là parce que je suis obligé dans mon travail de me spécialiser, disons, je travaille sur d'autres projets qui m'accaparent un petit peu, donc je me suis mis un petit peu en retrait. C'est d'autres personnes qui ont pris le relais dans le cadre de l'université populaire sur ces questions-là. J'y reviendrai, mais en termes de travail public, je suis un petit peu en retrait, puisqu'actuellement, là, je travaille beaucoup sur des considérations justement sur des civilisations de la haute antiquité, les civilisations cycladiques, civilisations minoennes et mycéniennes. Donc on peut pas être travailler partout. Donc actuellement, j'ai pas beaucoup d'actualité sur ces questions-là, sauf que après, on peut donc retrouver tout ce que j'ai pu faire ou ces questions-là sur le site donc de l'Université populaire de philosophie, c'est-à-dire sur le site de l'association, du côté notamment de notre catalogue d'enregistrements audio qui sont disponibles pour le public. Parce que sur ces questions-là, j'ai dû faire à peu près une trentaine de sujets touchant sur l'île de Pâques, Nazca, parlant du disque de Phaistos, parlant de etc., un petit peu tous ces grands sites, et notamment sur les pyramides d'Égypte, évidemment, mais aussi sur Stonehenge et bien d'autres endroits. C'est pour ça que
dans ce que je fais, comme tu l'avais dit, je me suis spécialisé un petit peu sur ces questions-là, en raison au départ du fait, comme moi je viens de la philosophie, qu'on a commencé à me poser des questions sur l'existence de l'Atlantide. Et est-ce qu'alors Santorin dans les Cyclades, c'est l'Atlantide de Platon, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené un petit peu à m'intéresser à ces questions-là, pour pouvoir répondre aux questions du public. Voilà. Donc ça m'a permis de recycler pour certains sujets, comme l'Atlantide, comme ces choses-là, certaines de mes connaissances, soit venant de la connaissance de Platon, soit de la connaissance des civilisations de la Grèce antique. Voilà. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'actualité actuellement sur le moment. Moi, j'ai pas de livre à vendre. Vraiment, voilà. Tu devrais. Donc oui, pour les auditeurs, je vais rappeler l'URL de ton site web. Hein, c'est www.alderan, donc ALDERAN-philo, philo.org pour ton organisation, s'ils veulent en savoir plus. Pour petite précision, oui. Alderan ne veut absolument pas dire Aldebaran, c'est pas le nom d'une étoile, c'est juste l'acronyme des fondateurs, c'est les initiales si vous voulez, des fondateurs de l'association à l'origine. Donc il n'y a aucune connotation parce qu'il y a le terme Alderan est utilisé on peut le trouver sur internet, notamment il y a une histoire comme ça sur Star Wars, ça n'a absolument aucun rapport, c'est juste l'acronyme des fondateurs, enfin les initiales, voilà, le A c'est pour comment dire telle personne, le L c'est pour Lowenfeld, etc. Le N final c'est pour Ernst Nagel dans le cas de la philosophie, voilà, donc ça ne veut absolument pas signifier quelque chose. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup encore, en tout cas, pour avoir jeté quelques lumières sur ce documentaire. À une prochaine. Hein. Très bientôt. Man is a singular creature. He has a set of gifts which make him unique among the animals. We are all children of Africa. Children of Africa. They say this is where it all began. This is where it all began. In a parched African landscape, man first put his foot to the ground, 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 to the ground. Chimpanzees have very clear personalities, minds and feelings.
distinguishes us from chimps. Emerges from that 1% difference in DNA. Like you and me, overcame Neanderthals. People like you and me made it through the Ice Age.